Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. C'est un plaisir de vous retrouver, bonsoir. Merci d'être avec nous, les vraies voix qui font la politique, avec nos deux spécialistes ce soir. Je salue le politologue Frédéric Sinclair. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et puis je salue le spécialiste en communication politique, Jean-Christophe Gallien. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Frédéric. Messieurs, vous allez relever un sacré défi, mais vous en avez l'habitude. Ce soir, nous allons évoquer cette dernière semaine, la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle dimanche prochain. Nous allons aborder les 12 candidats. Et vous le savez, l'Arcom l'oblige, nous devons respecter le même temps de parole pour chaque candidat. Aussi, nous avons bien décomposé en 12 parties notre émission. Ça nous fera 2 minutes par candidat. Jean-Christophe et Frédéric, vous allez intervenir chacun. Alors l'idéal c'est 1 minute, mais comme il y en a un de vous deux qui commence à chaque fois, celui qui commence a peut-être l'avantage d'avoir mordillé un peu sur l'autre. Mais en tout cas, vous avez accepté de relever le défi, vous avez préparé avec nous cette émission et nous allons choisir l'ordre qui est en fait l'ordre révélé par le sondage IFOP fiducial, le rolling IFOP fiducial du jour. Nous partirons du moins bien classé jusqu'au mieux classé. Autrement dit, et vous êtes prêts, cher Frédéric, vous commencerez, et vous Jean-Christophe, Frédéric Sinclair, Jean-Christophe Gallien. Nous parlons donc de Nathalie Arthaud, 0,5. Elle est aujourd'hui la seule à 0,5. Une dernière semaine pour poursuivre un discours qui est sensiblement le même, Frédéric Sinclair. Oui, et qu'elle reconnaît comme telle, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit, elle est probablement la seule à avouer ouvertement qu'elle n'est pas là pour gagner, qu'elle sait qu'elle ne gagnera pas, mais qu'elle est là pour porter un témoignage, et un témoignage, j'allais dire, qui est le témoignage originaire de la lutte des classes inscrit dans l'ADN marxiste. Elle pense que le grand ennemi, le grand problème d'aujourd'hui, c'est le grand capital. Elle se revendique comme étant matérialiste et athée, et donc elle a une approche particulière sur les questions sociétales, et cette voie-là qu'elle trouve juge singulière, elle veut continuer de la porter. Donc cette dernière semaine va être pour elle un moyen de continuer de porter ce message-là. Jean-Christophe Gallien, contrairement à d'autres petits candidats, elle n'arrive pas à grappiller les 0,5. Arlette Laguiller l'avait fait dans le passé, pourtant même parti. Je crois qu'elle est celle qui souffre. Elle est une de celles qui souffre le plus de cette non-campagne. Ça a été très difficile pour le coup de pas avoir de rythme. Il n'y a pas eu véritablement, encore une fois, de moments forts. Il n'y a pas eu de capacité, même de la multiplication des débats qu'on avait parfois avant le premier tour. Donc pour elle, ça a été une campagne, je dirais non pas catastrophe, parce que c'est pas elle qui est catastrophique, mais le temps ne lui permettait pas d'imposer quoi que ce soit, ou même d'imprimer, si vous voulez, sur la campagne. Donc les 0,5 voire en dessous, ça ne m'étonne pas, et je pense qu'elle aura encore du mal. C'est comme un espèce de fin de chemin de croix. Alors ça s'adapte pas à elle, le chemin de croix, mais en réalité c'est bien la réalité, parce qu'encore une fois elle a souffert plus que d'autres encore de cette non-campagne, de ce qui a finalement largement endormi le momentum de cette campagne électorale qui n'a pas vraiment existé. En 20 secondes, Jean-Christophe, elle n'a pas été aussi très performante dans ses interviews? Non, et puis, vous savez, une campagne pour une candidate de ce type, il faut qu'il y ait une traction très forte de l'ensemble. Elle ne peut pas elle-même, compte tenu de ses moyens, compte tenu de son histoire, ça a été évoqué juste avant, pousser... 2 minutes. Parfait, messieurs. Vous êtes absolument parfaits. Nous sommes dans les temps. Nous allons passer au candidat maintenant qui est juste devant elle. Avec 1% seulement, Philippe Poutou. C'est à vous, Jean-Christophe Gallien. Philippe Poutou qui gagne 0,5. Une dernière semaine, donc. Alors lui, il a paradoxalement un peu moins souffert, mais quand même là aussi. Si vous voulez, pour ces candidats, ce moment pour Philippe Poutou, c'est la fenêtre de tir pour exprimer une singularité, la fenêtre de tir pour mobiliser, pour aussi quelque part montrer que ce mouvement, ces idées existent et peuvent trouver un espace. Il a cru, je pense, comme d'autres, que la campagne a été celle des idéologies. Elle ne l'a pas été. Ça a duré quelques semaines de pré-campagne, on va dire. Et puis dès que la campagne aurait dû démarrer, finalement, elle s'est presque arrêtée d'elle-même. Et donc même pour lui, ce résultat traduit la difficulté d'exister dans un moment où on pense à autre chose. On pense à l'Ukraine, on pense à la Covid, on pense au duel Macron-Le Pen.
mais pas véritablement à ce qui peut se passer, voire à la recomposition politique à droite, vous voyez, c'est ça. Mais c'est pas le moment qui peut permettre d'exister réellement. Frédéric Sinclair, Philippe Poutou est élu, puisqu'il est au conseil municipal de Bordeaux. Il s'est d'une certaine manière un peu plus politisé. C'est ce qui fait peut-être qu'il est un peu devant Nathalie Arthaud. Je suis pas certain. Je crois qu'en réalité, le NPA bénéficie d'une petite audience supplémentaire par rapport à Lutte ouvrière, et en grande partie, il est l'héritier donc de la Ligue communiste révolutionnaire, qui, quand elle s'est transformée en NPA, a eu ce facteur emblématique, Besancenot, qui a capté la lumière et qui en a fait bénéficier son parti. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il a la figure de l'ouvrier qu'il est, et vestimentairement parlant, c'est-à-dire tout ce qui concerne la communication non verbale, marque malgré tout l'opinion à chacune de ses apparitions, et à ça, on rajoute la recherche du buzz. Chez Philippe Poutou constant, là, pour le 1er avril, par exemple, il a tweeté que Emmanuel Macron avait accepté un débat contre lui. Donc c'est des petites choses qui ne font pas grand-chose, mais qui servent quand même sa communication politique. C'est bon, messieurs, vous êtes parfaits. 2 minutes par candidat, nous vous le rappelons. Ce soir, les vraies voix qui font la politique sur Sud Radio. À une semaine, il reste une semaine, que peuvent espérer les candidats? Eh bien, nous continuons. Elle est 10e du sondage Rolling IFOP Fiducial avec 2%. Anne Hidalgo, c'est une semaine très importante pour sauver le PS. Frédéric Sinclair, top, c'est parti. Je crois qu'elle est dans l'incapacité de sauver le PS, elle est en train de le tuer en réalité. Pour moi, c'est la grosse déception et la grosse mascarade de cette campagne présidentielle. Anne Hidalgo a foiré, pardon pour l'expression, complètement sa campagne. On fait aujourd'hui des compilations de ces sorties gags dans les médias, sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une catastrophe. Donc l'enjeu pour elle, c'est d'essayer de maintenir la ligne pour essayer de ne pas tomber plus bas. Je ne sais pas si elle y arrivera. Vous avez du coup un petit peu plus de temps, Jean-Christophe Gallien, pour évoquer, est-ce que c'est un problème de communication ou est-ce que c'est finalement un passif qu'elle traîne en tant que maire de Paris? Elle s'est sauvée lors des municipales qui ont été marquées par une compétition qui favorisait largement les sortants avec une non-participation. Et elle avait une fenêtre de tir. C'est comme elle a eu une baraka finalement sur les municipales et tout le monde pensait qu'elle aurait encore une fois la baraka politique qui finalement la suit dans son parcours politique. Et puis là, il y a un espèce de moment de vérité ou en tout cas quelque chose qui croise une difficulté. Certains avaient pu penser, moi j'en étais d'ailleurs, je le reconnais ici, qu'elle pourrait réaliser quelque chose d'intéressant parce que l'espace des gauches pouvait proposer un espace intéressant à ce moment-là et qu'elle était une femme et que ça pouvait être le temps d'une élection pour une femme cette fois-ci. Puis alors pour le coup, là, ça s'est évaporé. Elle s'est effondrée pour plein de raisons, évidemment de la communication, mais c'est pas ça qui compte. C'est le fait que le PS lui-même était en difficulté, pensait davantage lui-même aux législatives, c'est ce qui est en train d'être préparé. C'est pas la présidentielle et donc on a décidé finalement d'en finir. Et la gauche elle-même, elle s'est trompée parce que le PS, rendez-vous compte, il avait amendé 2 candidats. Il disait aux écologistes ou aux Verts, en tout cas, vous allez venir avec nous. On pensait à tout. Et puis tout ça s'est effondré. Donc cette semaine, il y a quoi? Il y a le grand débat qui peut lui permettre d'essayer de redorer à tout le moins son blason, son identité de maire de Paris. Et on verra ce que ça donne. Bravo messieurs, nous poursuivons cette émission spéciale sur Sud Radio. Les 12 candidats décortiqués, les objectifs de cette semaine. Nous y allons avec vous, Jean-Christophe Gallien. Jean Lassalle, 2% encore. Mine de rien, c'est une semaine pour se faire plaisir. Top, c'est parti. Lui, on pourrait dire qu'il est dans une candidature plaisir. C'est pas du témoignage, c'est l'expression d'une singularité rurale, la France des territoires. En tout cas, il cherche à l'incarner. Rappelez-vous de son parcours pédestre à travers la France. Il l'a fait cette fois-ci de manière différente. C'est quelqu'un qui finalement est au cœur de cette élection, physiquement au cœur, avec de petits moyens, pas plus que ceux dont on a parlé juste avant, moins qu'Anne Hidalgo. Et donc finalement, cette singularité passe par l'accent, par la présence, je le redis, physique. Il a réussi, lui, ses moments télévisuels, largement pour l'instant, radiophonique aussi. Et puis, il exprime cette espèce de ruralité presque géographiquement installée dans son sud-ouest à lui. Et je pense qu'il a, encore une fois, une semaine de fête, parce que c'est quelque part une sorte de fête pour lui et puis pour ceux qui le suivent. Et Frédéric Sinclair, est-ce que finalement tout cela est très crédible? Très souvent, on ne le comprend pas, Jean Lassalle, mais on aime ne pas le comprendre, c'est un peu ça?
Je pense qu'on aime Jean Lassalle, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on lui accorde, c'est une authenticité. Et dans le milieu politique, c'est assez rare. Vous en conviendrez. Et ensuite, on peut aussi lui accorder, sur cette élection en particulier, d'être probablement le candidat anti-système par excellence. Il est le seul qui a été face aux journalistes et qui leur a dit que c'était de leur responsabilité si cette campagne était pourrie, autant que de celle des politiques. Et il s'est inclus lui-même dans le lot. Donc c'est quand même assez singulier comme façon d'aborder la problématique. Et ensuite, il a une constance sur son amour de la ruralité qui force le respect et qui rappelle aux Français que dans les années 50 encore, à gauche comme à droite, on était tous attachés à la ruralité. On l'a oublié en 50 ans. Jean Lassalle et ce témoignage de l'importance de la ruralité, je trouve c'est remarquable. Et les Français, j'ai l'impression, ont de la sympathie. Donc être crédible, pour lui, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire passer des idées. Je crois qu'il y contribue. Bravo, pile sur le gong. Quel talent. Frédéric Sinclair et Jean-Christophe Gallien, les vraies voix politiques de Sud Radio ce soir. Chaque candidat passé au crible. Nous remontons donc le sondage. Il est 8e avec 2% également. Nicolas Dupont-Aignan, Frédéric Sinclair. Ne paye-t-il pas son discours très rude sur la crise de la pandémie? Top, c'est parti. Je ne sais pas s'il paye ce discours rude ou s'il en bénéficie. Ce que je sais, c'est que c'est pas un candidat qui parvient à exister élection après élection. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène Dupont-Aignan qu'on a du mal à saisir. Les gens le quittent. Donc il doit y avoir une question d'ego. Et en même temps, ceux qui sont autour de lui et qui votent pour lui reconnaissent une intelligence, une lucidité. Et donc notamment sur la pandémie où finalement le temps lui donne raison sur un certain nombre de points. Il est aussi en marge sur la question de l'Ukraine où là aussi il porte un discours de rupture et puis en même temps empreint de lucidité. Il a une ligne gaullienne qui est relativement cohérente. On peut difficilement le prendre en défaut. Donc c'est un personnage dont on pourrait dire il aurait sa place dans un gouvernement de droite, souverainiste, etc. Mais il veut se singulariser et ça lui fait défaut. Il n'arrive pas à exister seul. Contrairement au mandat local qu'on lui renouvelle régulièrement avec des scores très impressionnants. Alors, ça montre bien la différence de, on va dire, d'envergure, cher Jean-Christophe Gallien, pour Nicolas Dupont-Aignan. Oui, et puis reconnaissons que Dupont-Aignan a subi une concurrence rude sur son espace cette fois-ci, comme d'autres d'ailleurs, avec l'apparition d'un nouveau candidat dans cet espace politique. Et donc, il a eu du mal à se remettre au niveau, tant du point de vue du contenu que du contenant. Il a paru un petit peu parfois énervé par le traitement de la crise, par le traitement même de la Covid. Il était sur une ligne de crête extrêmement difficile, c'est-à-dire que maintenir le rythme tel qu'il avait choisi depuis le début sur la Covid, puis ensuite sur la crise ukrainienne, la critique évidemment de l'ensemble de la classe politique, évidemment de Emmanuel Macron en particulier, faisait que sa position était difficile à tenir. Soit c'était une performance très forte, et je crois qu'il a été largement limité par l'apparition et la compétition qu'il y avait sur cet espace politique dans lequel il est le troisième candidat. Très intéressant, messieurs. Sud Radio, les 12 candidats passés au peigne fin à égalité de temps, 2 minutes précisément. C'est au tour de Jean-Christophe Gallien d'évoquer quelqu'un qui a été présenté comme la révélation, mais qui perd encore 0,5, 3%, le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel. Et s'il est fait sympa, beau gosse, c'est ce qui a été évoqué, je ne fais que citer les observateurs, trouver ses limites. C'est parti, Christophe Gallien. Jean-Christophe Gallien. Oui, je crois que, alors là, pour le coup, autant je me suis trompé avec Anne Hidalgo et je l'admets, ou alors parfois on peut le regretter côté femme, mais là, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait une bulle un peu trop importante sur la candidature de Monsieur Roussel. Je pense même qu'à un moment donné, il paye cette position par rapport à ce qui pouvait être évoqué comme une union d'une partie des gauches et qui pouvait être plus efficace qu'une candidature de témoignage qui finalement ne pouvait être que celle-là, c'est-à-dire celle de Fabien Roussel. En aucun cas, je vois pas comment on a pu croire un seul instant qu'il pouvait dépasser ce qu'il est en train de faire. Je pense même que le risque pour lui, dans la compétition, on parlait de Dupont-Aignan avec ses adversaires de l'espace des droites, là pour le coup, il va subir, à mon avis, même une régression très forte dans le réel de l'élection le week-end prochain sur l'espace des gauches, au profit certainement de candidats dont on va parler après. Frédéric, et donc, oui, on passe à Frédéric Sinclair. Voilà. Frédéric Sinclair, Fabien Roussel, objectif 5%, envisageable ou pas du tout en une semaine?
C'est difficile, mais c'est pas de son fait pour moi. Je trouve qu'il incarne véritablement une tentative à gauche de dépasser la question woke sociétale, la question indigéniste, etc., de revenir sur une approche différente de l'écologie. En revanche, il pâtit de la poussée des droites radicales et donc de la nécessité pour la gauche de dire mais il faut qu'on existe d'une manière ou d'une autre, et donc du vote utile qui se reporte sensiblement sur Jean-Luc Mélenchon parce que c'est lui aujourd'hui qui est en capacité d'être au second tour, et donc c'est ça qui va le bloquer à mon avis. Sud Radio vous aide à faire votre choix. Juste un mot sur Fabien Roussel, Frédéric Sinclair. Est-ce que l'effet sympa ne joue plus, c'est ça l'idée ? Si, l'effet sympa joue, mais pas pour cette élection. Je pense qu'il peut jouer l'échec de Mélenchon s'il arrive en 3e position pour une recomposition des gauches autrement, en passant devant le PS et en disant, ben voilà, il y a une autre gauche, et donc comme le Mélenchon n'y arrive pas, moi je vous propose une autre solution. Le coup d'après. C'est un plaisir sur Sud Radio, grâce à nos spécialistes en politique, Frédéric Sinclair et Jean-Christophe Gallien, nous décortiquons chacun des 12 candidats. C'est la vocation de Sud Radio de vous éclairer. Il reste une semaine. Nous revenons dans un instant. Les 6 autres candidats. Passez au crible. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. Sud Radio relève le défi. Il vous reste moins d'une semaine avant le premier tour des élections. Et alors, avec nos spécialistes politiques Frédéric Sinclair et Jean-Christophe Gallien, nous vous donnons les clés pour comprendre ce qu'il peut se passer pour chacun des 12 candidats sur cette dernière semaine. 2 minutes précisément par candidat. Nous continuons, nous gardons le rythme de croisière. C'est au tour de Frédéric Sinclair de commencer. Nous nous intéressons à celui qui est 6e dans les sondages, avec peut-être celui qui a le plus d'incertitude autour de sa candidature, parce qu'il est à 4,5 et ça changerait tellement de choses à 5% pour Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot vu par Frédéric Sinclair. Yannick Jadot est pour moi la grande déception de cette campagne. Pourquoi ? Parce que de la vie générale à gauche, l'écologie est probablement le grand thème du XXIe siècle et il est incapable de l'imposer et de montrer que les Verts sont les dépositaires principaux de ce thème-là. J'allais dire, il n'a pas été aidé par les municipales où ont émergé 2 maires, ou 3 même, un à l'ouest à Bordeaux et 2 à l'est à Grenoble et à Lyon, qui ont fait de l'écologie un espèce de délire anti-sapin de Noël, anti-patrouille de France, anti-Tour de France. Et donc, finalement, les Français sont en train de se dire, mais est-ce que cette écologie, entre écologie punitive, entre délire vegan, et puis entre obsession de l'éolien et de l'antinucléaire, est-ce que cette écologie est peut-être rationnelle ? Et j'ai l'impression que Yannick Jadot est en train de perdre ce combat-là. Il échoue à montrer la rationalité de la cause écologique. Jean-Christophe Gallien, le Yannick Jadot à 15% aux européennes est-il si différent que celui de la campagne présidentielle ? Il y a d'abord le premier niveau qui est assez surprenant, c'est la chute, si vous voulez, de la cause écologique et non pas écologiste dans les préoccupations générales des Français en ce moment, compte tenu du contexte, ça c'est très clair, et surtout il pâtit lui d'une organisation partisane, on va dire, ou en tout cas politique, qui fait que ils se sont surtout intéressés très concrètement à la plateforme législative qui allait venir après les 2 tours de la présidentielle. Donc la mobilisation des forces politiques, quand elles existaient, des Verts, elles étaient soit très localisées, chaque maire a fait ce qu'il veut et continue à faire, et très peu équipes, très peu teams. Et à l'intérieur de l'équipe elle-même, il y avait une volonté d'aller vers législative et très peu par la présidentielle. Donc moi je trouve que finalement par rapport à ça, par rapport à ce contexte, il était peu favorable, par rapport au fait que c'est pas non plus un animal politique, on l'a bien vu dans cette campagne. Pour le coup, et ça sera la conclusion. Il retrouve la base. Mais vous avez dit, je pense, l'essentiel dans les 2 minutes qui sont imparties sur Sud Radio. Nous respectons strictement les équilibres entre les 12 candidats. Elle est 5e et regagne 0,5% dans le sondage Rolling IFOP fiducial du jour. Elle est donc à 10%. Valérie Pécresse, Jean-Christophe Gallien, victimisation par le retrait de Nicolas Sarkozy, il y a eu des sifflets, ça peut peut-être jouer pour elle, c'est parti. Alors elle, son grand défi, c'est de tenter de rester au-dessus de 10 points. Pour le coup, c'est terrible de dire ça, mais on en revient à la base. Si vous voulez, avant l'arrivée d'un autre candidat par surprise au mois de septembre, les Républicains, ils pensaient pas de toute manière qu'ils avaient une chance
de pouvoir aller de passer au deuxième tour d'élection présidentielle. Donc on revient à la base. Eux aussi, leur grande obsession du moment maintenant, c'est de faire en sorte de ne pas être laminés aux législatives et au contraire de maintenir ce qu'était leur objectif, c'est-à-dire finalement de maintenir une représentation forte et de jouer un troisième tour, voire un quatrième tour politique, électoral en face d'Emmanuel Macron. C'est ça leur objectif aujourd'hui. Et Valérie Pécresse essaie de sauver finalement sa propre image à l'intérieur du mouvement, garder le contrôle du parti, j'y crois peu. Et donc le défi va être presque un défi de marque, si tant est qu'elle puisse être une marque, en tout cas de produit politique qu'elle est encore, et donc de maintenir un niveau de fréquentation suffisant pour éviter de disparaître avec l'eau du bain électoral après cette élection, parce que les appétits se sont exercés aussi sur le mouvement. Frédéric Sinclair, elle sent la responsabilité sur ses épaules concernant son parti, les Républicains aussi, hein? Oui, s'il n'y avait pas une forte tension de terrain au niveau des législatives, si les Républicains n'avaient pas un ancrage aussi fort, le parti aurait littéralement explosé suite à l'échec de Valérie Pécresse. Elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de passer devant Zemmour. Si elle était en 5e position, comme elle est là dans le sondage, ça serait catastrophique pour elle. Le deuxième, c'est de porter le parti jusqu'aux législatives pour essayer de faire le meilleur score possible, pour pouvoir contrebalancer un Emmanuel Macron qui pourrait être réélu facilement, mais ne pas avoir de majorité et donc être vraiment à ce moment-là l'aiguillon qui permettrait de dire à LREM, si vous voulez gouverner, et à Emmanuel Macron, si vous voulez gouverner, eh bien il va falloir gouverner avec nous. Et là, elle aurait finalement gagné son pari. Alors, elle est, et j'en profite pour parler sur son temps, elle est donc à égalité, 10%, même score que Éric Zemmour. On y passe tout de suite. Sud Radio, le quatrième du sondage aujourd'hui. Donc, Éric Zemmour, c'est à vous, Frédéric Sinclair. Éric Zemmour. C'est la grande surprise, j'allais dire, de l'automne, Éric Zemmour, et c'est la grande déception de l'hiver. La grande surprise de l'automne parce qu'il y a une flambée que personne n'a vu venir, moi y compris, et la grande déception parce que le soufflet a fait flop, parce qu'il a fait un pari. Il a fait le pari que Marine Le Pen n'y arriverait pas et qu'elle allait s'effondrer, et Marine Le Pen est en train de regagner le score qu'elle avait avant qu'il existe lui, et donc ça c'est un tour de force, et lui ne parvient pas à faire mentir finalement ce que le RN était en train de porter. Donc son mouvement Reconquête patauge. Il ne fait pas l'union de la droite comme il l'avait entendu, et pourtant il reste quand même une forme de singularité à droite, cette espèce de droite issue du RPR qui essaye d'exister malgré tout et de rappeler aux Français qu'une autre droite est possible. J'ai l'impression qu'il échoue. Jean-Christophe Gallien, en une semaine, que peut espérer Éric Zemmour ? On sent bien qu'il est rentré dans un moment où il va intensifier, radicaliser encore ses positions. Il a eu un moment de plateau, peut-être l'euphorie d'arriver à un certain score, et puis au moment même où ça basculait un peu, les sondages, en tout cas la descente s'amorçait, il a décidé de relancer finalement un discours relativement dur, plus dur que celui de sa principale adversaire qui a été cité tout à l'heure, donc dans son espace des droites. Et donc son pari à lui, c'est aujourd'hui de rester devant Valérie Pécresse. Là aussi, tout cet appareil, là aussi, cherche à imaginer une recomposition des droites. Ils jouent cette partie, c'est presque un peu trop vite. Ils ont un risque politique sur les législatives, et l'entreprise de recomposition des droites, à laquelle il s'était lancé en même temps que l'hypothèse potentielle de se qualifier au deuxième tour, à laquelle je croyais peu, l'hypothèse même d'une recomposition commence à devenir compliquée parce que ça passera par législative, et là, rien n'est gagné. C'est ce qui a été dit sur Valérie Pécresse tout à l'heure, mais un des enjeux, c'est quand même de rester devant. Les 2 minutes concernant Éric Zemmour. Nous abordons maintenant le podium de notre sondage du jour Rolling IFOP Fiducial. C'est à vous, Jean-Christophe Gallien. Jean-Luc Mélenchon peut-il le faire? Deuxième tour ou pas? C'est l'objectif de cette semaine. C'est parti. Voilà, on est dans le money time de cette campagne, et pour lui, ça l'est encore davantage. Pour le coup, son pari, ça va être d'essayer d'aller capter ce qui reste de ses gauches en particulier. On parlait de ses adversaires sur le terrain des gauches, ou en tout cas de ses camarades de jeu sur cet espace-là. Et donc l'enjeu va être d'essayer d'être le plus performant possible et de faire mentir finalement les sondages qu'il annonce certes troisième, mais dans la capacité
de manière réelle de se positionner au deuxième tour. Maintenant, une élection n'est jamais jouée. C'est un moment qui va être un moment de vérité. Pour le coup, peut-être un moment en réalité de choix déterminés, de choix définitifs d'un certain nombre d'électeurs qui aujourd'hui hésitent encore. C'est tout son pari. Elle est mobilisée des gens qui aujourd'hui ne se disent pas satisfaits, qui peut-être ne vont pas venir au premier tour s'ils ne sont pas recherchés, qu'on ne vient pas les chercher sur le terrain. Ça va être sa capacité ou pas de le faire, de montrer qu'il est celui qui peut soit aller affronter Emmanuel Macron, soit affronter Marine Le Pen, ce qu'il a promis de faire. Frédéric Sinclair, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas d'ores et déjà l'un des gagnants de cette élection présidentielle? Non, il lui faut le deuxième tour? Pour être réellement gagnant, oui. Comme je le disais tout à l'heure, il va être contesté s'il arrive troisième. S'il arrive deuxième, il va imposer une marque pour toute la gauche. Pour le quinquennat à venir, il va être le principal opposant à Emmanuel Macron sur ce second quinquennat, et la possibilité pour la gauche de l'emporter la fois d'après. Donc ça va mobiliser idéologiquement quelque chose. Il bénéficie du fait d'être très structuré intellectuellement, de Laclos à Chantal Mouffe. Il a derrière lui des idéologues qui portent un mouvement de gauche aujourd'hui qui a, à mon avis, le seul qui est de l'avenir. Et donc quelque part, il a une étincelle qui peut permettre à la France insoumise de réussir. Est-ce que demain, il aura suffisamment d'élan pour emmener avec lui des gens qui, idéologiquement, sont contre? C'est pas sûr. C'est la question. Il reste 2 candidats sur Sud Radio ce soir, les vraies voix politiques, avec Jean-Christophe Gallien et Frédéric Sinclair. Alors, c'est à vous, Frédéric Sinclair. Il n'y a que 4,5 points d'écart aujourd'hui dans le sondage entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen, plus que jamais, possible présidente de la République. C'est parti, Frédéric Sinclair. Alors, la question du second tour, à mon avis, reste entière. Pour elle, l'objectif aujourd'hui est de continuer dans la ligne qu'elle a tracée depuis quelques semaines, qui manifestement fonctionne, c'est-à-dire une ligne où on a mis de côté les sourires un peu follow qu'elle avait en 2017 et qu'il avait complètement disqualifié pendant le second tour, où on se demandait si elle était stable psychologiquement. Là, on a l'impression d'avoir une femme qui a du respect pour son interlocuteur, quel qu'il soit. On a l'impression d'avoir une femme qui a du recul, qui a bossé ses dossiers, et donc quelque part, elle imprime, même, j'allais dire, dans la classe médiatique, c'est-à-dire que les journalistes lui reconnaissent une bonne campagne, et donc l'objectif pour elle, c'est de poursuivre dans cet axe-là et de se présenter au débat du second tour, si elle est vraiment en deuxième position, face à Emmanuel Macron, dans le même état d'esprit. Jean-Christophe Gallien, spécialiste de la communication politique, c'est une immense victoire d'un point de vue communication, ou il y a aussi un repositionnement politique pour Marine Le Pen? Il y a les deux, ça a été dit, il y a une mutation du fond, en grande partie, quand même, malgré tout, un travail assez important qui a été fait, je dirais, sur le terrain économique. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé autour d'elle. Les équipes ont bougé, sont pas les mêmes. On a vu des départs parce qu'effectivement, il y avait moins de place pour des anciens, pour des gens qui étaient sur d'autres lignes. Et puis, sur la forme, on a vraiment vu un travail de repositionnement, de tranquillité, de capacité à s'incarner déjà comme l'adversaire du deuxième tour d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ça. Puis, il y a eu un trou, rappelons-le aussi, hein. Et dans ce trou, ils n'ont pas paniqué. Lorsque Éric Zemmour est devenu quelqu'un qui pouvait les menacer, ils n'ont pas paniqué, ils ont continué sur le même train. La campagne de terrain était la même, le travail a été le même partout, la vitesse a été la même, on a très peu changé de choses, on a juste modifié quelques aspects, et finalement aujourd'hui ça paye. Alors maintenant il faut qu'elle espère certainement pour elle que les sondages ne mentent pas, et qu'il n'y aura pas de déception. C'est-à-dire la déception, ça serait passé en dessous de 20 points, et là d'être mise en difficulté définitivement. Donc là pour le coup, leur enjeu c'est de continuer, de faire un très bon débat. Messieurs, nous sommes dans les temps sur Sud Radio, totale équité, c'est parti pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, un favori qui perd encore 0,5, Jean-Christophe Gallien, il y a de la pression, c'est parti. Il a de la pression parce que la présence de l'Union européenne ne marche plus et la guerre en Ukraine ne lui permet pas de gagner des points. Il y a eu une espèce de montée extrêmement forte au début de ce conflit. Évidemment qu'Emmanuel Macron n'y est pour rien, mais il a plutôt bien joué cette carte-là. Aujourd'hui, c'est plus difficile et il se retrouve dans un piège, c'est celui de ne pas avoir fait vraiment campagne, de se dire qu'on peut gagner avec un seul grand meeting, d'esquiver finalement les autres et de se dire moi j'ai une ligne, je suis dans un couloir, dans un silo, j'attends le deuxième tour, de déjà choisir quelque part aussi son adversaire. Marine Le Pen, il la désigne directement comme son adversaire deuxième tour. C'est elle qui incarne ce qu'il ne veut pas et ce qu'il estime être que ce que certains et la majorité des Français ne veulent pas. C'est un vrai pari. C'est un vrai pari parce que sa campagne à lui durera 15 jours et nul doute que dès lundi prochain, il sera en grande campagne. Frédéric Sinclair, est-ce qu'il peut tout perdre, Emmanuel Macron, cette semaine ?
C'est possible, mais c'est quand même assez peu probable. Il est le candidat de l'establishment, à la fois médiatique et puis bourgeois. Globalement, il n'y a pas d'alternative à Emmanuel Macron, sachant que Valérie Pécresse n'a pas réussi à l'incarner. Donc aujourd'hui, son électorat lui est plutôt acquis. Pour moi, c'est le François Pignon de la politique, c'est-à-dire dans la chèvre, ce François Pignon n'a que des ennuis, mais à chaque fois, il a, comme le dit Weber, un ange gardien surentraîné qui le sort de tous ces ennuis-là. Il a profité de la crise du Covid, il l'a placé en sauveur de la France, il a profité de l'Europe, il a profité de la crise ukrainienne. Je ne doute pas que dans les méandres, dans les problématiques qui vont se poser à lui dans la semaine qui vient, il va aussi trouver le moyen d'en profiter. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. Bon, et Campana, ça peut être qui alors? Eh ben, Campana, ça peut être Marine Le Pen, la rationnelle, celle qui part du terroir, etc., mais finalement, c'est pas elle qui retrouve la petite Benz. Voilà. C'était la chèvre. Merci. Messieurs, tous les deux, vous avez été absolument fantastiques. Nous sommes dans les temps, 2 minutes pour chacun. C'était Frédéric Sinclair et Jean-Christophe Gallien, les vraies voix qui font de la politique sur Sud Radio. Tout de suite, on retrouve Yvan Cugius, l'invité du Loft Music ce soir, Jean Guidoni. Merci à la réalisation, à Jamel Abdelak.